Donc aujourd'hui est un jour important. D'une part, parce qu'on va finir le chapitre 6. Finir le chapitre 6, comme son nom l'indique, va nous permettre d'aller jusqu'au chapitre 7 pour la prochaine fois. Le chapitre 6, il y a qu'un ou deux schémas importants, donc ça ne va pas nous prendre du temps. Ce qui va aussi nous prendre du temps aujourd'hui sera les révisions. Euh, le fait de reprendre un peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année ou le début du mois pour certains, tout en répondant à certaines questions que vous pourrez me poser. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un plan de bataille, mais je peux faire très bien des apartés euh, sur certains sujets que vous pouvez me poser. Donc, si certains ou certaines d'entre vous veulent faire en sorte de reprendre des notions qu'ils n'ont pas maîtrisées ou un thème qu'ils n'ont pas maîtrisé, bien évidemment, on pourra le reprendre. Et dernière chose, avant-dernière chose, je rappelle que dimanche, il y a cours avec Tristan à 10h sur tout ce que vous avez vu dans cette semaine en UE3, c'est-à-dire Liquid Gas Solutions. Vous avez des QCM qui vous a donné. Donc j'espère que vous appréciez la qualité du bonhomme et surtout dimanche, vous allez encore une fois assister à un cours qui fera pour encore une fois récapituler et bien affermir les cours que vous avez vus tout seul. Okay, c'est un peu le but de ces séances-là. Et dernière chose en biocé, pour revenir à la biocé, il y a peut-être sur les 6 chapitres qu'on va voir maintenant, sur les 6 chapitres qu'on aura fait, il y a peut-être une dizaine de schémas que je juge plus ou moins importants, mais qui ont une certaine importance, qu'on n'aura pas fait, mais qu'on va faire au fur et à mesure. Okay, c'est-à-dire que j'estime que il y a des sujets sur lesquels, des thèmes sur lesquels moi je veux voir plusieurs schémas. Ça sert à rien que je vous donne un schéma et puis je vous en parle plus. Je préfère le voir en thème. Donc s'il y a certains schémas sur lesquels vous n'avez pas eu le temps vous avez on les a pas vus ensemble, c'est normal. On va les voir au fur et à mesure. Ok. Bon, suffit de voir ma gueule. On va aller au chapitre 5. Alors, pour voir le chapitre 6, il faut voir le chapitre 5. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre. Chapitre 5, on a parlé de beaucoup de choses. On va le revoir un peu aujourd'hui dans les révisions. Mais on avait parlé de quelque chose qui était très important, un des schémas capital du chapitre 5, qui était donc l'importation de protéines. Alors, là aussi, ça fait partie de la méthodologie de travail. L'importation de protéines, vous en voyez à 4 niveaux. On l'a vu un peu, mais on va le revoir. Et on l'avait vu vraiment au tout début. Et pour certains qui étaient avec moi depuis le début de l'année, j'avais montré comment on était importé dans le RE. Donc ça, c'est le premier niveau d'importation, okay, l'importation vers le RE. Deuxième niveau, en tout cas, deuxième endroit, c'est l'importation dans la mitochondrie qu'on a vu la dernière fois que je vais vous revoir maintenant. Troisième niveau d'importation, c'est le niveau dans le peroxysome, donc qu'on va voir aujourd'hui. Et quatrième, quand je dis niveau, c'est quatrième endroit où on voit de l'importation, c'est dans le noyau. Alors dans le noyau, on en a vu un peu le contexte, ok. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas ceux qui étaient avec moi dès le début, les protéines qui retournent au noyau s'appellent des FRT, ok, les facteurs de régulation de la transcription. Donc quand ici, donc ça, alors on reverra tout à l'heure, on reverra, je vais refaire un bilan. Mais en tout cas, c'est le chapitre 9, chapitre 11 et 9 également, qui vont nous amener à l'importation dans le noyau. Donc il y a 4 endroits principaux où justement il y a une importation dans un compartiment. Okay, donc là aussi, il faut avoir des réflexes, les amis. Quand je parle d'importation, il faut impérativement que vous ayez la notion de signal d'adressage. Il ne peut pas avoir d'importation s'il n'y a pas de signal d'adressage. Ça, c'est très important. Donc, pour aller à un endroit, il faut avoir un signal. Okay, comme vous, quand vous allez dans un endroit désert, et vous êtes dans un endroit désert, il faut aller dans un autre endroit que vous ne connaissez pas, et ben vous avez besoin d'un GPS. Là, pareil,
la protéine en question, elle a besoin d'un signal d'adressage. Donc ici, donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour voir l'importation, et c'est ce qu'on va voir en premier dans le peroxysome, et après je regarderai un peu d'autres choses sur le peroxysome, mais ici, pour voir ce schéma, qui est le schéma le plus important, la figure 5 du chapitre 6, il faut impérativement voir ça et les comparer avec l'importation dans la mitochondrie. C'est très important parce qu'il y a des similitudes importantes et des choses qui sont différentes. Et ça c'est quelque chose, il y a certains qui m'ont dit, oui, mais on n'a pas encore le niveau pour comprendre le chapitre 5 et 6 parce qu'on ne les a pas encore fait, on est en train de rattraper. Alors, moi, l'objectif, c'est de ne pas vous perdre. Donc, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Bien évidemment, je répète que tous les schémas qu'on voit ensemble, il faut que vous les voyez tranquillement à la maison, que vous les revoyez. Ça, c'est la base de mon travail, de notre travail ensemble, c'est de revoir chaque fois ce qu'on fait en cours. Donc, alors, ici, on est dans un système d'importation dans la mitochondrie. Je répète, pour être importé dans une mitochondrie, il faut avoir un signal d'adressage. Donc, le signal d'adressage, vous verrez que il peut être à beaucoup d'endroits, que ce soit dans toutes les protéines qui ont des signaux d'adressage. La plupart du temps, vous verrez des signaux d'adressage qui sont au niveau N-terminal. Ok, donc je répète, les extrémités alors regardez, là on le voit bien, les extrémités d'un ARN messager, simple brin, c'est 5', 3'. Ok, donc ça, c'est l'ARN messager qui commence à se faire synthétiser en protéines. Bien évidemment, vous savez très bien qu'une protéine, elle obtient sa forme tridimensionnelle. Une protéine, ça n'est pas comme ça de suite bien. Okay, j'imagine que vous n'êtes pas né à 17, 18 ans. Donc, vous êtes né à 2 ans, 3 ans, et puis vous avez évolué, vous avez maturé. Pareil, une protéine, ça fonctionne de la même manière. Qui va l'aider? Okay, vous vous souvenez qu'il y avait pas mal de protéines, c'est notamment les chaperons. Okay, vous vous souvenez que les chaperons, dont HSP70, que vous connaissez bien maintenant, qu'on va revoir tout à l'heure, permet de donner une forme à la protéine. Okay, et quand elle a sa forme définitive, ben super, elle vit. Bon, très bien. Maintenant, on est dans une protéine qui est cytosolique, on est d'accord, hein? Ici, tout le monde est d'accord avec moi, j'espère qu'on est dans une protéine catégorie non système endomembranaire et on veut aller, parce qu'on en a envie, dans la mitochondrie. Donc, je le rappelle, je veux bien aussi que ça soit clair pour tout le monde. On est ici, hein? Alors, je vous fais partager l'autre écran. Donc, on est au figure 2 du chapitre 4, okay, pour ceux qui ont la bonne mémoire. Alors, attendez, voilà. Voilà. Ok, vous vous souvenez, on est ici, là. Hein, on est ici. On est une protéine cytosolique. Ici, cytosolique. Et à un moment, il y a un signal d'adressage qui va apparaître. D'accord? Donc, ce signal d'adressage qui va apparaître est un signal d'adressage qui peut l'amener soit au noyau, comme je vous ai dit, soit à la mitochondrie, soit au peroxysome. Ok? Donc, ça fait partie des signaux d'adressage qui vont se découvrir dans un deuxième temps. D'accord? Donc, on est là, on est à notre protéine qui est cytosolique et qui veut aller maintenant, on est dans l'exemple de la mitochondrie. Donc, elle va aller dans la mitochondrie, ok? Et ici, elle est ici. Est-ce que tout le monde est d'accord? Enfin, non, je ne vous demande pas ça, je ne veux pas que vous répondiez tout de suite, mais je veux que ça soit clair pour tout le monde. Je ne crois pas que ce soit trop compliqué. Maintenant, comme je dis la dernière fois, bon, moi, je ne suis pas un adepte, hein, mais j'imagine que quand on va en boîte de nuit, les garçons comme les filles, ben, vous y allez pas comme vous êtes habillé actuellement. Okay, j'imagine vos tronches actuellement et votre tenue vestimentaire. J'imagine que c'est pas joli. Vous n'y allez pas comme ça. Ben, pareil, une protéine, elle n'y va pas comme ça. Elle a besoin, okay, quand elle est ici, elle a besoin de subir une transformation. Qui va faire en sorte qu'elle se transforme? Ce sont justement les HSP, puisque c'est elles, je vous rappelle, hein, les chaperons, qui contrôlent la forme d'une protéine. Donc, elle va lui donner sa forme, mais elle peut lui déformer. Donc, elle va faire ce qu'on appelle un repliement. Okay, elle va faire un dépliement. Okay, elle va la déplier. Vous la voyez, elle va changer de forme. Elle va pour rentrer ici à travers TOM. Okay, TOM, je rappelle, out, de O de out. Donc, c'est le premier récepteur qui va permettre l'entrée dans la mitochondrie. Okay,
Donc là, on va prendre l'exemple d'une protéine de la membrane interne. Donc elle va passer par Tom obligatoirement et par Tim aussi, puisqu'elle est dans la membrane interne. OK? Donc elle va rentrer là, elle va se remettre dans la membrane interne, elle va reprendre sa forme, puisque le dépliement n'est plus d'actualité. Et ici, il y a un phénomène très important, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que ce signal d'adressage qui était là va être clivé. OK? Et donc, ce signal d'adressage va être clivé dans tous les cas. OK? Et surtout, en fait, va être clivé quand la protéine, elle va soit dans la matrice mitochondriale, soit dans la membrane interne de la mitochondrie. Et par qui elle va être clivée? Et ça, vous devez le noter en rouge, c'est vraiment capital. Elle va être clivée par la protéase, par une protéase de la famille AAA. Tout à l'heure, quand on fera le bilan, je vous dirai tous les endroits où on aura vu la protéase AAA, la famille de la protéase AAA. Mais ici, dans ce cas-là, on va voir les autres qu'on a vus, elle joue un rôle de clivage, okay, de couper le signal d'adressage. On n'en a plus besoin, il dégage. Okay. Pareil, lorsque la protéine elle vient dans la matrice, pareil, ici, dépliement, elle passe ici, repliement ici. Vous voyez ici qu'il y a d'autres chaperons qui vont permettre le repliement de la protéine, comme elle était dans son état initial. Et ici, pareil, on coupe ici, grâce aux protéases AAA, on coupe le signal d'adressage. À noter sur ce schéma, vous voyez ici le ciseau. Alors le ciseau, c'est… Bon, il y en a aujourd'hui qui en auraient bien besoin d'aller chez le coiffeur d'ailleurs. Mais le ciseau, ça sert à couper. Et en fait, donc ça veut dire que ça représente la protéase. Et vous voyez ici, il y a un petit filet là, juste pour que vous compreniez le schéma. Ben, le filet, ça veut dire qu'en gros, elle est reliée à la membrane plasmique. C'est une protéine de la membrane interne. Donc en fait, une protéase AA, dans ces cas-là, elle est soit attachée à la membrane interne, donc elle est membranaire, okay, elle est dans la membrane interne, soit elle est dans la matrice, elle est soluble. Okay. Ça, c'est très important de ne pas se faire avoir sur ces genres de pièges, sachant qu'aujourd'hui, je vais vous envoyer pas mal de questions sur tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc, vous pouvez très bien vous faire avoir en disant, dans cette question-là, toutes les protéases AAA sont solubles ou sont membranaires. Il ne faudra pas se faire avoir. Elles peuvent être soit l'un, soit l'autre. OK? Et puis voilà. Et là, c'est une protéine donc de la membrane externe, donc il n'y a pas besoin de TIM, juste TOM suffit. Et là, si vous voulez, vous allez avoir la protéine qui se fait donc pareil, dépliement, et ici repliement dans la membrane externe. Okay. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien vu le chapitre 5, c'est que Tom et Tim, à ce moment-là, font une espèce de rapprochement pour faire ce qu'on appelle une zone, excusez-moi, voilà, une zone d'accollement temporaire, donc la figure 6. Okay, donc la zone d'accollement temporaire, elle est ici. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans le schéma qu'on vient de voir à l'instant, Tom et Tim, ils sont séparés. Ils sont sur deux membranes différentes. En fait, dans la réalité, non. Il y a un complexe récepteur ici. Bon, peu importe. Et on a Tom et Tim qui se lient les deux. Donc, on passe en même temps dans les deux. Ok, vous imaginez. Et ça, c'est les protéases A. Vous vous rappelez? Donc, soit membranaire, soit dans la matrice. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important au moins de le remarquer. Okay, je vous dis simplement, il faut le savoir, mais à vous, quand vous êtes seul, de savoir le remarquer. Voilà, donc ça, c'était l'importation dans la mitochondrie. Une petite aparté sur ça. Je rappelle qu'ici, on est dans la possibilité d'avoir une protéine du génome mitochondrial. Donc ici, okay, on oublie, je vous rappelle que la mitochondrie, elle est semi-autonome. À la fois, elle a des protéines qui sont importées du génome nucléaire, à la fois, elle a ses propres protéines. C'est pour ça qu'elle a son… Donc, c'est la nouveauté de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que la mitochondrie, elle a son propre génome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son propre génome? C'est qu'elle est à la fois… elle a son ADN, elle a son ADN, elle a quoi d'autre? Elle a ses ribosomes, vous le voyez ici, et elle a donc ses acides aminés, si vous voulez, okay, en quelque sorte. Donc elle a tout le matos pour fabriquer une protéine qui va aller dans la membrane interne. Et je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas clairs la dernière fois, c'est 13 protéines, parce qu'il n'y en a que 13, ok,
ne passent ni par Tom ni par Tim, puisqu'ils ne sont pas importés. Ils sont synthétisés grâce au ribosome et l'association avec la translocase, okay, qui ressemble au translocon. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette protéine, vous pouvez me dire de suite qu'elle fait partie, je répète, soit de la chaîne de respiration, soit de l'ATP synthèse. Elle reste dans la membrane interne. Okay. Donc, à ne surtout pas confondre cette protéine-là, donc codée par le génome mitochondrial, pas importée, qui va être dans l'ATP synthèse ou dans la chaîne de respiration, et cette protéine-là, qui est aussi dans la membrane interne, mais elle qui est importée. Okay, faites attention, ce n'est pas parce qu'on est dans une protéine de la membrane interne que forcément on fait partie des 13 protéines qui sont ici. Il y en a dans la membrane interne qui sont importées, c'est-à-dire la quasi-majorité, la quasi-totalité des protéines, et il y en a 13 okay, qui sont codées par le génome mitochondrial. Okay. Donc, comme la dernière fois, je vous avais fait le piège classique, cette translocase, qui est une protéine, cette translocase ici que vous voyez, elle est une protéine de la membrane interne, mais vu qu'elle ne fait pas partie ni de l'ATP synthèse, ni de la chaîne respiratoire, donc elle était forcément importée. Okay, donc je répète, ce n'est pas parce qu'on est dans la membrane interne que forcément on fait partie du génome mitochondrial. D'accord? Donc ça, c'était vraiment l'importation dans la mitochondrie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 6, l'importation dans le peroxysome est vraiment différent. Ça veut dire quoi vraiment différent? C'est que, évidemment, qu'il y a toujours ce phénomène de signal d'adressage. Mais il y a 3 grandes différences. Alors, il me semble qu'il y en a 3. Je vais voir, je vais penser à voix haute avec vous. Alors, avant que je vous dise les différences, je veux juste que qu'on regarde ensemble. On a une protéine à importer. Pareil, hein, je rappelle, on est ici. Okay, la protéine, elle est cytosolique, et donc, au bout d'un moment, elle découvre un signal d'adressage. Tout à l'heure, c'était mitochondrie, maintenant, c'est peroxysome. Alors, le nom du signal d'adressage, ici, il a un nom. Alors, dans la mitochondrie, on n'avait pas tellement de noms. Ici, on a un nom. C'est quoi le nom? C'est PTS1 ou PTS2. PTS1, il est en C terminal. PTS2, il est en N terminal. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. On va voir au fur et à mesure. Ça, c'est la protéine. Donc, les protéines, elles peuvent être soit dans la matrice, c'est facile, hein, soit dans la membrane. Okay, il n'y en a pas 20 000 autres endroits. Et alors, la chose le plus intéressant, c'est ici, c'est que quand on a une protéine qui va dans la matrice, elle va donc être synthétisée dans le cytosol, comme on vient de le voir à l'instant, et elle va avoir son signal d'adressage, soit en N-terminal, soit en C-terminal. D'accord? Et elle va être, alors, première étape, elle va être reconnue par un PTS. Donc, le récepteur du PTS reconnaît le PTS. Première étape. OK? Donc, on a un signal d'adressage et le récepteur, excusez-moi, va bouffer, OK? Va pas bouffer, mais va reconnaître, OK? Le PTS. Très bien. Donc, on a notre complexe avec protéine PTS, récepteur PTS. Parfait. Maintenant, il y a 2 protéines qui vont permettre la reconnaissance. OK? C'est, hop, on retrouve une protéine AA et HSP. Donc ici, alors, les HSP et les protéines AA vont avoir comme rôle de permettre ici la reconnaissance du PTS, du récepteur PTS au PTS. Okay, donc ici, très important, l'action des protéines AA. Okay, et on va voir après les différences. Ici, il y a la protéine qui avance, qui rentre par un complexe d'importation qui est beaucoup plus simple que Tom et Tim, donc un complexe d'importation Y, okay, on ne sait pas comment il s'appelle, et la protéine va rentrer très simplement dans la matrice, puisqu'il est dans la matrice. À noter 3 grandes différences. Vous pouvez noter dès à présent. Première différence, c'est que le PTS, PTS1 ou PTS2, le signal d'adressage au peroxysome est non clivable. Donc, première différence, le PTS1 est non clivable.
Première différence. Avec avec la mitochondrie qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut les voir ensemble, ces deux schémas. Deuxième différence, c'est que vous voyez la protéine AAA ici. Tout à l'heure, alors excusez-moi, je n'arrive pas à y accéder. Non, pas encore. Tout à l'heure, la protéine AAA, elle est située dans la matrice ou dans la membrane interne, à l'intérieur du compartiment. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Comme par magie, la protéine AA, d'abord, elle n'a pas le rôle de cliver le signal d'adressage puisqu'il n'est pas clivable. Donc, juste oublier le fait que ce n'est pas une protéase, c'est une protéine A qui va permettre la reconnaissance. Okay, et c'est surtout une protéine qui se retrouve à ce niveau-là, au niveau du cytosol, pas à ce niveau-là. Okay, donc ça, c'est la deuxième différence. Alors, il y a une similitude que c'est la même famille, mais ce n'est pas du tout en tout cas, ce n'est pas au même endroit. Deuxième différence. Et enfin, troisième différence, vous l'avez remarqué vous-même, c'est que pour la protéine de la mitochondrie, on avait besoin que cette protéine soit dépliée, puis repliée. Ici, il n'y a pas besoin de ça. Pas de dépliage, pas de repliage. Non, excusez-moi. Pas de dépliement, pas de repliement, ça veut rien dire. OK? Donc ça, c'est les trois grandes majeures différences dans l'importation des deux. Il faut savoir parfaitement reconnaître les deux, savoir à peu près de quoi on parle et bien avoir ces trois différences en tête. Notez aussi une phrase en rouge qui est très importante, c'est que les HSP, donc on va dire de manière générale les chaperons, sont absentes de la matrice du peroxysome. Donc, je répète, vous ne trouverez jamais de chaperon là, dans la matrice. Ça n'existe pas. Je répète, pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois ce que c'est un chaperon, ça a beaucoup de rôles. Ce sont des protéines diverses et multiples qu'on voit de partout, sauf dans la matrice du peroxysome. Et elles vont avoir comme rôle, vous l'avez compris, de donner une conformation, de changer la forme d'une protéine. Okay, ça, c'est un des rôles du chaperon. On va en voir encore aujourd'hui pas mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est trois différences et il y a la particularité du peroxysome. Alors, juste, pour les protéines membranaires, qui est un peu moins important, il y a besoin aussi d'un signal d'adressage. Il y en a deux types, type 1 ou type 2. Type 1, donc ils vont tous se retrouver ici, bien évidemment. Type 1 passe par le RE. Bon, voilà, ça passe par le RE. Et type 2, ok, ça va directement dans la membrane. Ok. Alors, c'est quoi ces peroxynes? Ces peroxynes, ce sont des petites protéines qui vont permettre aussi l'importation de la protéine et son installation dans la membrane du peroxysome. Ok. Donc, en gros, les peroxynes, donc vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Les peroxynes, on va les retrouver surtout dans la membrane ici du peroxysome. Et vous pouvez le noter aussi, les peroxynes, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu en tout cas, on va les retrouver aussi dans la membrane externe de la mitochondrie. Alors, je vais essayer de vous montrer un schéma qui le montre, c'est peroxyne. Donc, peroxyne, c'est juste à ces deux endroits où on le voit, donc pas d'excitation. C'est pas un truc qu'on a vu ensemble. Oh, merde. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit là? Non. On ne le voit pas là. Bon. Ah oui, non, excusez-moi. Il y a les peroxynes, mais c'est ça la grande différence. C'est que au niveau de la matrice externe de la mitochondrie, on les appelle les porines, ces peroxynes en question. C'est des porines dans la membrane externe, alors que dans le peroxysome, on appelle ça des peroxynes. Okay, donc peroxynes dans les deux membranes. Alors, très important ce schéma, pas parce qu'il peut tomber, c'est qu'il nous donne pas mal d'informations. Vous vous souvenez sûrement, alors on va le revoir tout à l'heure, vous vous souvenez sûrement de MAVS, ici. Je sais que vous vous souvenez de MAVS. Alors MAVS, on le voit surtout dans la mitochondrie. MAVS, voilà.
Est-ce que vous vous souvenez de ce schéma? Donc là, on va attaquer les révisions, hein, parce que là, après, dans le chapitre 6, il n'y a pas beaucoup de choses plus importantes que ça. Ça me permet de commencer les révisions. Vous vous souvenez de ce schéma? On parle d'un schéma où on va être attaqué par un virus. C'est l'attaque du coronavirus. C'est un virus à ARN, c'est-à-dire que dans le génome, c'est un virus à 5 brins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le virus à ARN, quand il rentre dans la cellule, il peut rentrer soit par endocytose, soit par fusion. Bon. Ce schéma, il nous montre la capacité de la cellule à se défendre. Alors, regardez, ce que j'ai fait au groupe hier, c'était aussi très important dans la méthodologie. Avant que je commente, je veux que vous, pendant 1 minute ou 2 minutes, vous essayez de l'analyser sans le texte ou sans ma parole. Vous avez 1 minute et vous devez impérativement essayer de regarder bien et de comprendre. Et dans 1 minute, je le commente. Alors, vous avez tous essayé de… Alors voilà, ça fait vraiment partie, je l'ai dit au groupe d'hier qui était avec moi, de rattrapage. Ça fait partie de la méthodologie. Un schéma, quand c'est la première fois ou deuxième fois que vous ne le maîtrisez pas, vous devez vous casser la tête pendant 1, 2, 3 minutes pour essayer de le comprendre tout seul, sans le texte, sans rien. Et dans un deuxième temps, quand vous êtes cassé la tête, mon explication ou le texte va vous apporter beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que si je vous le commente et que vous n'avez pas de casser la tête dessus. Ça, c'est un principe dans la vie d'ailleurs. Hein. Cassez-vous la tête d'abord et ne choisissez pas la facilité. Vous aurez beaucoup plus de choses bien dans votre vie. Donc, ici, je répète, on est dans un cas d'un virus qui attaque une cellule et qui va être défendu par la cellule, par un système qui va défendre. Alors, c'est quoi ce système? Donc, d'abord, le virus rentre, endocytose, il a une membrane tout autour, un endosome, ok. Le virus, il est à l'intérieur, il va se libérer, hop, il va être tout beau, nickel. Et son objectif, vous savez c'est quoi l'ARN? C'est d'aller vers le noyau. Alors, regardez. Je sais que ça peut paraître fou, ok. Vous êtes les seuls étudiants dans tous les terminales à pouvoir bénéficier de ça. Mais je le fais, soyons fous. Non, pourquoi je vous fais ça? Parce que je veux que vous compreniez les choses. Je veux pas simplement que vous accumuliez des connaissances. Je veux que vous compreniez aussi les mécanismes. Je veux que ça vous parle. Je veux pas simplement vous donner. Alors, il n'est pas en plus gros celui-là? C'est dommage ça qu'il soit pas en plus gros. Alors attendez, peut-être que je l'ai en plus gros. Alors, je vais au chapitre 7. Je sais que n'attrapez pas une crise cardiaque, détendez-vous, tout va bien. Je vais au chapitre 7. Alors non, alors ça c'était le premier cours, bon c'est pas grave, je vais l'agrandir, c'est pas un problème, et voilà. Alors, tout le monde voit ce schéma. Je diminue un peu, voilà. Alors, je veux que… Alors, le chapitre 7, je vais vous l'envoyer, donc à la fin de chaque cours, je vous envoie la fiche, vous le savez. Donc, je vais vous envoyer ce schéma avec le commentaire. Ok, avec mon commentaire sur ce schéma. Donc, vous allez le revoir. Mais je veux que vous le revoyez. Ok, je veux pas juste que… là, je vous donne pas juste pour le kiff. Je veux que vous le travailliez aussi. Alors, ce schéma, alors très important, quand vous voyez un schéma, il faut regarder le titre du schéma. Les étapes du transport du virus, d'une nucléocapside virale ou d'un génome viral jusqu'à l'enveloppe nucléaire. C'est classique. Ça, c'est l'objectif
Le but d'un virus, c'est d'arriver dans une cellule, infecter son ADN et se barrer. Voilà. Et d'aller infecter une autre, et etc., etc., etc. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va avoir 3 schémas. Ce schéma, le schéma que je suis en train de vous montrer sur le chapitre 5, et le schéma du chapitre 3 où il sort par apocrinie. Ok, vous vous souvenez de ce phénomène-là. Et on va voir en quoi il y a un lien entre ces 3. Je vous explique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma parce qu'il y a des notions que vous ne maîtrisez pas, qu'on va voir la semaine prochaine sur le cytosquelette. Mais en gros, vous avez 2 types de virus qui vont rentrer. Soit je suis un virus de la grippe, soit je suis un virus de l'herpès ou du sida. Bon. On va prendre l'exemple de la grippe. Il va rentrer par endocytose, vous le voyez ici. Il rentre dans la cellule, il va être poussé par une queue d'actine, par un microfilament d'actine, il va être poussé, il va avoir une queue comète qui va le pousser vers l'intérieur. Okay, vers l'intérieur, il va être transporté par le cytosquelette, qu'on verra la prochaine fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il va rentrer, le pH va diminuer, et la capside virale qui est ici va sortir de l'endosome. Alors, juste là, si vous êtes malin, pas malin mais perspicace, vous remarquez que c'est simplifié, de manière simplifiée, la même chose ici. On rentre dans la cellule et on se met ici. Parfait. Maintenant, la suite de ce schéma, c'est quoi? C'est que cette capsule, classiquement, elle va avoir un NLS. Alors, un NLS, je l'avais déjà expliqué aux étudiants, à vous, c'est qu'un NLS, c'est un signal de localisation nucléaire. C'est un signal d'adressage au noyau. Point. NLS, c'est un signal d'adressage au noyau. Donc ici, le virus à capside de la grippe, ici, va utiliser un NLS et va rentrer par un système d'importation dans le noyau et va infecter le noyau. Ok? Alors, c'est exactement la même chose ici pour le sida, sauf que ça ne rentre pas par endocytose, ça rentre par fusion. Ok? Il n'y a pas d'endosome ici, il n'y a pas de queue d'actine ici, mais après, c'est la même chose. Il se fait transporter ici. Ici, il va sortir. On va lui fixer un NLS. Il va aller dans le noyau par importation nucléaire. Ça, c'est le schéma classique, ok, pour un virus qui rentre dans une cellule et qui veut infecter le noyau, l'ADN. Après, vous verrez dans le texte que je vais vous mettre tout à l'heure dans la fiche, je vais parler du cytosquelette. L'action de ce cytosquelette, des microtubules, etc. Ça, vous allez le voir. On va le voir la prochaine fois. Mais d'abord, retenez ça. Maintenant, je reviens ici. Mince. Hop. Alors, je sais pas si l'écran... Alors là, il y a un petit souci. Voilà. Voilà. Et donc là, hop. Et donc là, on va dans un autre schéma, de chapitre 5. Et dans ce schéma, ce n'est pas l'ARN qui va infecter l'ADN, c'est la défense de la cellule face à cet ARN. Ça, c'est très important de bien le comprendre, de savoir où on est là. D'accord? Ok? Là, on est dans un cas de défense. Donc, dans un cas de défense, qu'est-ce qui se passe? On a l'ARN, ok, pour expliquer le schéma, qui va se répliquer. Et dans sa réplication, il va vouloir tuer la protéase. Il va vouloir tuer MAVS. Donc la protéase virale, donc qui a été codée ici par l'ARN, va vouloir couper MAVS. Mais en coupant MAVS, il l'active. Et MAVS, qui est ici, qui est, notez-le bien en rouge, je vous l'ai dit la dernière fois, dans la membrane externe de la mitochondrie, MAVS va activer ces réseaux pour permettre la phosphorylation du NF-kappa-B, qui est le facteur le FRT, ok, qui va se défendre. Ok, donc je répète, ici, la protéase virale va vouloir le couper, et de le couper, donc en gros, c'est une balle dans le pied de l'ARN viral. En le coupant, il va s'activer.
et il va activer le NF-kappa B. Et après, vous savez, comment on active un NF-kappa B, on va le voir tout à l'heure dans le schéma. On enlève sa sous-unité kappa B. Donc, je répète, pour le NF-kappa B, c'est un trimère, 3 sous-unités, dont la sous-unité au milieu, c'est elle qui l'inactive. Donc, quand il est sous cette forme de trimère, il est inactif. Mais quand on enlève ce I-kappa B, il devient actif. Donc, comment on fait pour l'enlever? On le phosphoryle. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là, mais Anna m'a posé une question sur la kinase, sur la phosphorylation. Effectivement, ici, on peut avoir une phosphorylation en dehors d'un récepteur ici, qui est ici, et qui va se faire phosphoryler et endocyter, comme on l'a vu dans le chapitre 4. Là, on voit qu'on a une protéine ici, cette protéine SOI-kappa B, qui va être phosphorylée et il va dégager. D'accord? Donc ici, on fait une parenthèse. Le I-kappa B, comment il se fait détruire? Il se fait polyubiquitinylé. Il va être polyubiquitinylé, il va être détruit par le protéasome. Et il va être hydrolysé. Il va permettre d'hydrolyser le I-kappa B. Donc, on s'est éliminé du I-kappa B. Maintenant, on revient à notre principe du schéma. C'est que ce NF-kappa B qui est activé va lui aussi se faire fixer des NLS, va aller vers le noyau pour être importé et va transcrire des gènes de défense ici. Donc, il va par exemple coder cette transcription de gènes pour des protéines pro-inflammatoires, ou des protéines, des interférons ou des interleukines. Tout ça, c'est des protéines de défense immunitaire. Donc ça, c'est très important de comprendre la façon dont se défendre. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ce schéma? C'est très simple. Parce qu'en fait, ici, MAVS, il y a 2 endroits où on la retrouve, dans la membrane externe de la mitochondrie, on vient de le voir, mais aussi dans la membrane donc, de l'enveloppe nucléaire. Excusez-moi, dans la membrane du peroxysome. Donc, je répète, MAVS, qui est en gros une particule presque de défense immunitaire, on la retrouve à la fois dans la membrane externe de la mitochondrie et dans la membrane d'enveloppe du peroxysome. Ça, c'est le premier point commun. Deuxième point commun qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a ici, dans la membrane du peroxysome, des perméases ABC. Alors là, dès qu'on fait des révisions, les perméases ABC, on les a vus dans 2 endroits différents, 3 endroits même différents. Les perméases ABC, vous vous souvenez, ce sont là aussi une superfamille, comme les protéines AA, une superfamille qu'on a retrouvé les perméases ABC ici, vous vous souvenez ici, dans ce schéma qu'on va revoir aujourd'hui, où on parlait du transporteur TAP. Le transporteur TAP est une perméase ABC. Donc, la même superfamille. Donc, en gros, alors pourquoi je vous fais ces genres de trucs? Parce que quand vous allez voir ce schéma en QCM, on va vous dire il y a un autre élément de la même superfamille qui se retrouve dans la membrane du peroxysome. Donc ça, c'est les réflexes que vous devez avoir. Et pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de la CFTR, qui était responsable de la mucoviscidose. Elle aussi, la CFTR, fait partie des perméases ABC. Donc les perméases ABC, il y en a pas mal. Et il y en a une dernière, bon, pour ceux qui travaillent bien, je suis conscient que c'est un peu difficile ce que je vous demande, mais ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont les choses bien en clair, ici aussi, on avait vu une perméase ABC. La perméase ABC qui permet à l'hormone stéroïde de sortir et vers le milieu extracellulaire. Donc, c'est les 3 endroits où on voit les perméases ABC. Enfin, au niveau des superfamilles, je vous l'avais promis, vous notez qu'il y a 3 endroits où on retrouve ces protéines AAA. Donc, il y a 3 endroits dans tout le livre de BioC où on retrouve ces protéines AAA. Premier endroit, vers donc ici, dans ce cas-là, au niveau du cytosol du peroxysome. Figure 5 du chapitre 6, qui va permettre à la protéine importée d'être importée. Première chose. Deuxième endroit, on l'a vu tout à l'heure,
protéines AA, on les retrouve lors du clivage du signal d'adressage à la mitochondrie. On le retrouve ici, soit dans la membrane interne, soit dans la matrice. Deuxième endroit où on trouve les protéases ou protéines AA. Et enfin, alors on va le voir même ici. Enfin, mais à chaque fois que vous voyez un protéasome, vous vous souvenez ici, le protéasome, qui est une espèce de lysosome géant, ok, qui va hydrolyser à pH neutre, ce lysosome est riche en protéases AAA. Okay. Donc, c'est les 3 endroits où on trouve les protéines AA. Peroxysome en cytosolique, matrice ou membrane interne de la mitochondrie pour le clivage, et dans le protéasome. À chaque fois que vous voyez un protéasome, c'est chaque fois des protéines de la superfamille AA qui permettent donc le clivage. OK? OK. Ça fait partie juste de l'introduction un peu aux révisions. On va prendre une petite demi-heure pour la suite des révisions. Alors, avant que je commence, parce que moi, je suis pas là pour faire faire exactement ce que je veux. Moi aussi, je veux que vous me disiez les thèmes que vous aimeriez voir et qui vous intéresseraient. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut voir quelque chose qu'il n'a pas bien saisi et qui veut un peu dégrossir, revoir un thème ou quelque chose comme ça? Dites-moi. Parlez pas tous en même temps. Oui, moi j'avais une question, mais c'était pas vraiment un thème. Je Ouais. comprenais pas ce que c'était le cycle de Krebs. Enfin, je sais pas si on l'a vraiment vu. Alors non. Est-elle le cycle de Krebs? C'est quelque chose, c'est une réaction. Alors, je veux juste que tu comprennes ce que c'est et que les autres aussi comprennent ce que c'est. Alors, le cycle de Krebs, c'est en fait dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie, il faut aussi que vous compreniez aussi ça parce que c'est important de bien le saisir. Alors, je ne sais pas si dans ce schéma on vous le montre ou peut-être dans le chapitre 4, c'est peut-être plus clair dans le chapitre 4. Voilà. Alors, il n'est pas très bien fait le schéma, mais en gros, ici, on vous montre que tout ce que vous mangez, les protéines, les sucres, les lipides, vous rentrez tous par petits, ok? Donc, une protéine va être coupée pour un acide aminé, va tout rentrer dans la cellule et vont toutes subir, ok? Une transformation dans la cellule, ok? Et par exemple, vous allez apprendre en UE1 que le sucre subit ce qu'on appelle une glycolyse, donc la destruction du sucre. Et tout va concourir à la formation de ce qu'on appelle d'un élément qui s'appelle le pyruvate. Et ce pyruvate, ok, il va aller dans la mitochondrie pour former de l'ATP. Et en fait, le cycle de Krebs, c'est un cycle justement de cette destruction, comment on passe du pyruvate à la formation d'ATP au sein même de la mitochondrie. Okay. Donc, c'est le cycle de Krebs, c'est tu vas avoir à peu près une quinzaine de réactions qu'il faudra apprendre parfaitement et qui vont permettre justement, à partir du pyruvate, et donc à partir de tous ces éléments, ces aliments que vous mangez, d'obtenir de l'énergie. Okay. Mais ça, ce n'est pas notre sujet en biologie cellulaire, on le détaille vraiment pas beaucoup. Alors, d'autres questions? Oui, moi, j'ai une question aussi. Alors, je ne sais pas au hasard. Salomé, vas-y, commence-toi. L'exocytose, j'ai pas trop compris, s'il te plaît. L'exocytose, c'est pas un thème, ça, c'est un pavé que tu me demandes. Alors juste, je vais pas parler de l'exocytose parce que je comprends pas qu'est-ce que tu comprends pas dans exocytose. Exocytose, comme son nom l'indique, c'est le fait de sortir à l'extérieur de la cellule. Bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail, effectivement.
il faut que vous reteniez une chose. C'est que dans l'exocytose, quand on parle d'exocytose, c'est différent d'une sécrétion. Une sécrétion, alors je descends un peu plus bas, juste ici. Une sécrétion, c'est quoi? C'est le fait de sortir de la cellule par un moyen, par tous les moyens. Une exocytose, c'est un peu particulier parce que l'exocytose va avoir comme rôle de sortir de la cellule à travers, ici on le voit ici dans le schéma, à travers une déformation de la membrane plasmique. Donc quand vous entendez exocytose, et ce schéma-là, vous le voyez vraiment de partout et de tout temps, à partir du moment où il y a une déformation de la membrane plasmique pour éjecter des choses, là on appelle ça une exocytose. Donc je rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une modification de la membrane plasmique, il y a modification locale du cytosquelette. Et quand il y a modification locale du cytosquelette, il y a consommation d'énergie. Donc à chaque fois que vous allez voir une exocytose, une endocytose ou une déformation de la membrane plasmique, comme ici une phagocytose, c'est toujours avec déformation du cytosquelette et consommation d'énergie. Et au niveau des exocytoses, peut-être c'est ça que tu voulais voir, il y en a deux grands types, ok? Soit une exocytose régulée, c'est-à-dire une grande quantité de matériel qui est envoyé à l'extérieur, ou on appelle ça aussi provoqué. Soit on a une autre type d'exocytose, une exocytose constitutive, ok? On appelle ça aussi une exocytose permanente. Mais dans tous les cas, il y a donc une sécrétion d'éléments. Et donc dans ce schéma, alors, on le voit, ouais, ici ce schéma, je vous ai donné des QCM d'ailleurs sur ce schéma. Dans ce schéma, on voit que ici, que ça soit la constitutive ou la provoquée, il y a toujours consommation d'énergie parce qu'il y a toujours déformation de la membrane plasmique ici. Et toujours, il y a augmentation de calcium. Donc ça aussi, Salomé, il faut bien que tu comprennes que une exocytose, elle nécessite à la fois du cytosquelette, de l'énergie et aussi du calcium. Okay, le calcium est nécessaire pour les exocytoses. Mais ici, on voit qu'il y a une augmentation du calcium beaucoup plus importante pour celle-ci, la provoquée, que pour l'exocytose constitutive. Okay, ça, c'est la chose sur l'exocytose. Dernière chose à savoir sur l'exocytose, c'est que il y a deux formes d'exocytose, provoquée et constitutive, mais qui sont reliées aux deux types de revêtements. Je rappelle ce que c'est un revêtement. Ici, on est dans un exemple de revêtement ici. On va voir ici dans le schéma. Ici, alors juste différemment de l'exocytose, ici, c'est une endocytose. On rentre dans la cellule. Et une endocytose, elle a comme rôle de faire rentrer des éléments à l'intérieur. Parenthèse, pour faire rentrer les éléments à l'intérieur, ok, je suis obligé d'utiliser une protéine G ici qui s'appelle la dynamine. Je rappelle, une protéine G, c'est une protéine cytosolique à ancrage temporaire à la membrane plasmique. Donc, lorsqu'elle est active, elle va se mettre dans la membrane plasmique. Quand elle n'est pas active, elle va se détacher de la membrane plasmique. Ici, elle est active et elle va permettre le détachement, l'étranglement de la vésicule. Ok? Donc ici, on a ici la vésicule qui va être détachée. Et ici, on avait ce qu'on appelle le revêtement. Et on en a appris 3 de revêtement. Le revêtement donc de clatrine ou le revêtement de cavéoline. Ok? Donc, clatrine, c'est quoi la différence? C'est que clatrine, c'est une protéine qui est dite à ancrage temporaire à la membrane plasmique. Excusez-moi. La clatrine, on dit que c'est une protéine cytosolique. OK? Et la cavéoline, c'est une protéine en épingle à cheveux. Donc, la clatrine a été synthétisée par des ribosomes libres. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et celui qui n'est pas clair, il doit impérativement m'appeler cet après-midi.
Et la cavéoline est une protéine en épingle à cheveux, donc qui a été synthétisée à partir du ribosome associé au RE. Donc lui, il appartient au système. Alors lui, quand je dis lui, c'est la protéine ici, cavéoline, appartient au système endomembranaire, alors que clatrine appartient au système non endomembranaire. Ici, il va y avoir un déshabillage. Ici, il n'y en aura pas de déshabillage. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, quand on voit ce schéma, ce qui est important à savoir, c'est que dans l'exocytose, quand on a une vésicule recouverte de clatrine, on aboutit forcément à une exocytose provoquée. Lorsqu'on est recouverte de cavéoline, on aboutit à une exocytose constitutive. Donc ça, c'est vraiment très important de bien aussi le comprendre. Clatrine provoquée, exocytose provoquée, cavéoline, exocytose constitutive. Voilà. Après, on verra qu'il y a d'autres choses. Et juste aussi, le troisième revêtement, c'est le revêtement de FAP, dernier schéma du chapitre 2, que vous voyez ici. Le revêtement de FAP, qui est ici, permet l'exocytose constitutive. Donc, cavéoline et FAP, c'est constitutive. FAP, on ne le voit que ici. Et FAP, c'est un peu un mix, puisqu'il y a FAP, il y a un déshabillage pour le revêtement de FAP. Donc, 3 revêtements que vous devez connaître. Cavéoline, alors cavéoline, protéine en épingle à cheveux, système endomembranaire et exocytose constitutive. FAP, alors c'est aussi une protéine cytosolique, et déshabillage, déshabillage, et constitutive. Et clatrine, c'est une protéine cytosolique, déshabillage, et exocytose provoquée. Alors, autre question, allez. Moi. Oui. Alors, c'est quoi? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'expliquer le rapport de la figure 10 du chapitre 5 avec l'apoptose? Il y a un lien entre la mitochondrie et l'apoptose. Alors, ça, c'est important, ça. Alors, c'est important dans la méthodologie. C'est pas un schéma qui est le plus important de la biocé, mais disons que dans la méthodologie, c'est important de... Non, où j'en suis là. Alors, je répète, la différence entre apoptose et nécrose, c'est que l'apoptose, je suis en train de vous parler, il y a des cellules qui se meurent, alors que la nécrose, c'est à partir du moment où je me casse la gueule, qu'il y a une cellule il y a des cellules qui meurent. Donc, dans l'apoptose, il n'y a pas de réaction inflammatoire, alors que dans la nécrose, il y a une réaction inflammatoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'apoptose, alors je vous montre pas maintenant le schéma, mais normalement vous devez l'avoir en tête. C'est la figure 16 du chapitre 1, où on voit qu'il y a 3 phénomènes qui se passent, 3 mécanismes qui rentrent en jeu dans l'apoptose. Premier mécanisme, il y a condensation et hydrolyse de l'ADN. Donc, il y a condensation et hydrolyse de l'ADN avec justement plus la possibilité ni de transcription, ni de traduction, et donc il n'y a plus de protéines. Donc, la cellule elle va mourir. Deuxième phénomène qui se passe lors de l'apoptose, il y a rupture des mitochondries. Tu vois ici que ici, il y a une rupture des mitochondries puisqu'il y a une ouverture des mégacanaux. Les mégacanaux, qui sont ici, qui sont aussi des zones de liaison entre la membrane externe et interne de la mitochondrie, vont permettre à des protéines de sortir. Donc, rupture de la mitochondrie, on est ici. Et enfin, troisième élément de l'apoptose, il y a l'activation de protéases, et j'avais donné le nom qui s'appelle caspase. Et en fait, on est ici. Donc, la procaspase, qui est le précurseur de la caspase, qui dormait dans la membrane, dans l'espace intermembranaire, lorsqu'il y a l'ouverture du mégacanal, va sortir avec le H+, avec le cytochrome C, et va permettre, grâce au cytochrome C, H+, et calcium, de transformer la procaspase en caspase. Et là, il y a l'apoptose. Donc ça, c'est le lien que je fais entre la figure 16 du chapitre 1 où on vous montre
de manière générale ce qui se passe lors de l'apoptose. Et là, dans ce schéma-là, effectivement, où on a justement l'apoptose en zoom, où on a vraiment fait un zoom dans ce qui se passe exactement dans la mitochondrie lors de l'apoptose. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit clairement, mais il me semble que oui. Le cytochrome C, ici, ça me fait comme ça je rebondis sur ça. Le cytochrome C ici, que l'on voit ici, est une protéine qui s'appelle une hémoprotéine. Une hémoprotéine, c'est une protéine qui a dans sa constitution des atomes de fer. Des atomes de fer. OK ? Si vous êtes bon, trouvez-moi un autre endroit dans la cellule où on en a vu, où il y a des protéines qui sont appelées des hémoprotéines. Dans la membrane interne, les P450. Ah, très bien. Donc, effectivement, les cytochromes P450, ok, donc ici, schéma capital, juste au-dessus d'ailleurs, schéma vraiment capital, où le cytochrome P450 est présent ici. Le cytochrome P450 est aussi une hémoprotéine. Et je vais rappeler l'objectif de ce schéma. Donc, ce schéma, il est très simple, ok. Il vous montre, là aussi, un pareil, dans la méthodologie, vous ne savez pas quelque chose, vous ne comprenez pas ce schéma, vous vous cassez la tête sur ce schéma pendant 2 minutes, vous essayez de comprendre. Okay, et je répète qu'un schéma, on commence de la gauche vers la droite. Okay, donc ici, on part d'ici, en haut à gauche, où on a du cholestérol qui sort des sites de stockage du cholestérol, okay, dans l'alimentation ou même dans la cellule. Et le cholestérol, lorsqu'il va se transformer dans la mitochondrie et dans le REL, il va donner ce qu'on appelle les hormones stéroïdes. Okay, progestérone, androgène, oestrogène, aldostérone. Comment il fait ça? Il rentre d'abord par la mitochondrie membrane externe, membrane interne. Donc maintenant qu'on a vu les trois, vous savez parfaitement les trois zones. Alors, je ne sais pas si... Alors non. Il y a trois endroits où justement la membrane externe et interne fusionnent. On l'a vu pour Tom et Tim, on l'a vu pour le méga canal et on le voit ici pour le cholestérol. Donc je veux que ce schéma vous le sachiez bien, ok? Donc ici c'est un schéma qui nous montre les zones d'accolement transitoire entre membrane externe et interne, ok? Donc cholestérol, on vient de le voir à l'instant, méga canal aussi, et Tom et Tim, on l'a vu au début du cours, d'accord? Donc ici, on revient au schéma. Le cholestérol rentre par cette zone d'accolement transitoire. Le cholestérol va se faire transformer en prégnénolone par le cytochrome P450, notre ami, qui est une hémoprotéine. Alors, Ethel, tout à l'heure, tu as posé sur le cycle de Krebs. Bah, ici, en fait, tu vois que le cycle de Krebs est dans la matrice de la mitochondrie. Et tu vois aussi que, en fait, le cytochrome P450 fonctionne grâce au NADPH, qui est un transporteur d'électrons, et grâce à l'oxygène. Donc, quand il a ces deux éléments, il peut fonctionner, il peut faire en sorte de transformer le cholestérol ici en prégnénolone. Okay, donc ici, le NADPH, ce transporteur d'électrons, vient aussi du cycle de Krebs. Donc, tu vas voir que le cycle de Krebs donne beaucoup de produits, et un des produits importants, c'est justement ce NADPH. Ok, merci. Voilà. En revanche, la prégnénolone va sortir et va rencontrer d'autres cytochromes P450, mais dans le REL. Okay, pas le REG, le REL. Pareil, ici, regarde, le NADPH, lui, est fourni non pas par le cycle de Krebs qui est dans la matrice, mais par un cycle qui s'appelle le cycle des pentoses. Okay, donc le cycle des pentoses va permettre justement au NADPH de fournir le cytochrome P450 et de transformer ce prégnénolone en toutes ces hormones stéroïdes. Donc il y en a un, la progestérone, qui peut retourner dans la matrice de la mitochondrie, peu importe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette hormone stéroïde en question sort. Alors ça, c'est quelque chose de capital. Écoutez-moi.
quand on sort d'une cellule, on peut sortir par 2 moyens. Allez, 3 moyens. On va dire 2 moyens. Premier moyen, par exocytose, on l'a vu tout à l'heure, déformation de la membrane plasmique, activation du cytosquelette, consommation d'énergie. Deuxième moyen, on n'a pas besoin que la membrane bouge, la membrane reste immobile, mais par contre, je vais avoir besoin d'une perméase. Et ici, l'hormone stéroïde, ça serait une abomination de dire que l'hormone stéroïde sort par exocytose. Donc Salomé, fais bien attention quand on dit exocytose, c'est vraiment déformation de la membrane plasmique. Ici, l'hormone stéroïde sort par une perméase, et ici, il y a notre ami, la perméase ABC. Donc cette perméase ABC est très, très, très importante. Ici, dans ce cas-là, j'ai dit tous les endroits où on voit les perméases ABC. Et ici, les hormones stéroïdes sortent par la perméase ABC. Maintenant, vous qui êtes très, très fort, lorsque vous avez perméase ABC et hormones stéroïdes, ça doit vous faire penser directement à quelque chose de manière assez automatique. C'est notre ami, les chaperons. Puisque ces hormones stéroïdes, elles peuvent alors attendez, je retrouve mon ami. Ça c'est chapitre 4, on est d'accord. Alors dites-moi, qu'est-ce que je cherche là? Les hormones stéroïdes, elles peuvent aller où selon vous? Alors, hormone stéroïde peut aller. Oui. Quelqu'un l'a dit la dernière fois. Dans la mitochondrie? Dans la mitochondrie? Alors, dans la mitochondrie, non. HSP? HSP? Non. L'hormone stéroïde, vous vous souvenez, il y en a un qui me dit la dernière fois. L'hormone stéroïde que vous voyez ici, qui est sorti par la perméase ABC, peut aller vers un récepteur ici, un récepteur FRT, récepteur nucléaire, et libérer les parts. Vous vous souvenez ici, c'était un ensemble d'HSP, un ensemble de protéines, HSP, qui masquait le site de fixation. Et quand l'hormone stéroïde arrive, il va libérer ces parts, pour faire en sorte que le FRT soit activé. Il va avoir une dimérisation du FRT et fixation à l'ADN. Je répète ce que c'est un FRT. Un FRT, c'est un facteur de régulation de la transcription. C'est-à-dire que le FRT, lorsqu'il va être activé, il va aller dans le noyau pour réguler la transcription. Donc l'hormone stéroïde va avoir un effet d'activer ce FRT en dégageant ici les parts. Protéines associées au récepteur. Donc ça c'est la chose. Et juste je reviens à la perméase ABC qui est très important. Je dis une dernière chose sur la perméase ABC. En tout cas sur l'hormone stéroïde et la perméase ABC. Je vous avais dit de voir quelques schémas dans le chapitre 3 importants. Le schéma important qu'il fallait voir, bon, c'était celui-là déjà. Et alors, celui-là aussi est important. Et il y a ce schéma où on voit bien ici ce que je suis en train de vous dire. Voilà, ici. Vous voyez ici, donc dans ce schéma, on voyait plusieurs types de sécrétions. Donc vous voyez ici bien la différence entre exocytose, déformation de la membrane plasmique, juste par une perméase. Ici, c'est un gaz donc, qui peut se donner sur toute la cellule. Donc là, lui, il n'a ni besoin de perméase, ni déformation de membrane, ni rien du tout. Et vous voyez ici que la stéroïde, l'hormone stéroïde, et vous verrez la prochaine fois l'hormone thyroïdienne, mais l'hormone stéroïde passe par la perméase ABC pour rejoindre la circulation du sang. Et lorsque l'hormone stéroïde passe par la circulation du sang pour aller vers une autre cellule, il va aller vers l'autre cellule et il va aller
Et il va aller, non, il va aller vers, en tout cas, vers les parts. Et il peut aller ici, pour, dans une autre cellule, libérer les parts. Est-ce que, ça, je veux que les schémas, vous arriviez au moins à faire ce genre de lien. Pas tellement dans la technique, mais en tout cas dans l'évolution logique des choses. Okay, il faut savoir quand vous voyez un truc sortir, il faut essayer de comprendre où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, où on peut la retrouver. Okay, et donc ça, je vous rappelle, c'est la sécrétion endocrine. D'accord. Donc ça, c'était, je pense, très important. Donc tu vois que tout à l'heure, on m'a posé une question tout simplement sur l'apoptose. Eh ben, ça m'a fait penser au cytochrome C, qui est une protéine, une hémoprotéine. Ça m'a fait penser au cytochrome P450. Et ça m'a fait penser à la perméase ABC. Et ça m'a fait penser à l'hormone. Et ça m'a fait penser au PAR. Et là, je m'arrête pas. Okay, donc ça, c'est important. Avant-dernière chose. Tout à l'heure, on a vu deux choses au niveau du virus. Je vais reprendre ce schéma. Deux choses au niveau du virus. On a dit que le virus, il rentre, ce virus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut infecter la cellule. Il rentre par endocytose, il peut infecter la cellule ou bien que la cellule puisse se défendre. On a vu ces deux schémas. Maintenant, dans le cas où le virus a infecté la cellule, on avait dit qu'après, il va dégager pour infecter une autre cellule. Et donc, je répète que ce schéma, il nous montre comment ce virus dégage de la cellule. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'apocrinie. Donc, juste pour bien comprendre maintenant, maintenant que vous savez tout maintenant, pour sortir d'une cellule, on a trois possibilités. Plus deux, mais trois possibilités. Première, par une perméase, sans déformation de membrane. Deuxième, par une exocytose avec déformation de membrane. Et troisième, par un phénomène d'apocrinie. C'est quoi l'apocrinie? C'est un élément du cytosol qui va sortir avec une déformation de membrane. Donc, en gros, c'est un cas vraiment très particulier du virus qui va mélanger les deux entre cytosol et exocytose. Okay, donc, c'est quoi le plan du virus? Première étape, donc, juste, vous imaginez la chose. Hein, le virus est dans l'ADN, il va infecter l'ADN et il va produire des ARN viraux. Ces ARN viraux vont être transcrits en protéines qui vont donner des protéines virales. Et ces protéines virales vont être envoyées ici, au niveau de la membrane plasmique. Ils vont être envoyés au niveau d'une membrane plasmique, ok, et pas n'importe où, au niveau d'un radolipidique. Ok. Donc les radolipidiques, je répète, ce sont des régions spécialisées de la membrane plasmique, riches, entre autres, en cavéoline. Ok. Donc ici, lorsque la protéine virale, le virus va envoyer ses protéines virales, il ne les envoie pas n'importe où, il les envoie ici. Et ce sont ce qu'on appelle des glycoprotéines, des protéines sucrées. Ok. Ça, c'est important, c'est la première étape. Donc, vous la voyez ici, la protéine virale, elle est une glycoprotéine, donc elle a un sucre. Et ici, elle a un domaine transmembranaire. Première étape. Deuxième étape, maintenant, le génome, avec sa capside, sa protection, qui provient du cytosol, va sortir. Il part de l'ADN et il va faire le chemin inverse. Regardez, presque, en gros, le chemin inverse de ça. Donc ici, ça va être de ce côté. Maintenant, le virus, il va partir de l'autre côté pour sortir. Je veux bien que ça soit clair, hein, que vous compreniez de quoi je parle. Mais il ne va pas sortir n'importe où, il va aller à ce niveau-là, au niveau donc, de ce coussin, si vous voulez, de radolipidique, et va sortir par apocrinie ici. Donc, si on est le virus de la grippe, regardez ici, souvenez-vous, le virus de la grippe qui est rentré par là, et ben, lui, quand il va sortir par apocrinie au pôle apical. Si c'est le virus de la stomatite, il sortira au pôle basolatéral. Donc maintenant, vous savez comment le virus y rentre. Comment il infecte la cellule. Il va jusqu'à l'ADN. Comment la cellule elle peut se défendre grâce à MAVS. Et vous savez maintenant comment, s'il n'est pas chopé par MAVS, comment il sort par apocrinie. D'accord?
Il me reste 5 minutes. Qui veut me poser une question? Moi, s'il te plaît. Ouais, vas-y, moi. Dans le dernier cours, on avait parlé des molécules de cytosquelette et on avait dit qu'il y avait une différence quand elles étaient actives et inactives par rapport à l'ATP et au GTP. Je n'avais pas trop bien compris. Ah, alors, si je ne me trompe pas, alors tu parles du… Alors, regarde, garde cette question, c'est très bien, mais garde cette question bien pour le prochain cours, parce que le prochain cours, on va parler du cytosquelette et je vais parler tout en détail et je vais reprendre ce schéma. Donc, c'est une bonne question, mais je préfère qu'on le revoie bien pour la semaine prochaine parce qu'on va parler que du cytosquelette la prochaine fois. Alors, d'autres questions? Ouais, moi, juste le voile hyaloplasmique qui provient des citernes du RE ou du Golgi? Des deux. Ah, ok. Alors je répète pour ceux qui ne maîtrisent pas. Les voiles hyaloplasmiques, en chapitre 2, surtout on le voit dans le chapitre 2, on ne le voit pas là tellement, voilà, on le voit ici. En fait, les voiles hyaloplasmiques, c'est ce qu'on voit ici, ok, et ici, c'est utilisé par un macrophage, donc qui est une cellule qui va détruire, qui va manger les bactéries, qui va être utilisé pour comme des tentacules, si vous voulez. Et ici, ces voiles hyaloplasmiques qui vont vraiment, c'est presque des extensions de la membrane plasmique. Ces voiles hyaloplasmiques sont données par la membrane du RE ou du Golgi. Ok? Donc, et même de l'enveloppe nucléaire. Okay? Tu peux le noter en plus de l'enveloppe nucléaire. Donc, effectivement, ici, et donc pareil, hein, ici, vu qu'il y a déformation de la membrane plasmique, il y a consommation d'énergie. Ok? Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais voir un truc avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, ce qui était très important dans le chapitre 4, c'est de bien reprendre ça. Alors, le chapitre 4, dans le chapitre 4, c'était les grandes différences. Ça aussi, je veux que ça soit très clair. Retenez, donc, les protéines chaperon, ce sont une classe de protéines comme les protéines G. Ok? Je répète que les protéines G, ce sont des protéines cytosoliques à ancrage temporaire à la membrane plasmique, alors que les chaperons, ok, ce sont des protéines qui peuvent être dans toutes les cellules, qui peuvent être même dans tous les compartiments, donc ils peuvent être à la fois cytosoliques, mais aussi à la fois du système endomembranaire, sauf un endroit, j'ai dit tout à l'heure, dans la matrice du peroxysome. Mais les HSP, elles aussi, est une classe de protéines. On avait dit que le rôle des chaperons, et ça, je veux bien que vous le voyez, c'est la figure 14 du chapitre 4. Il y en a vraiment, ou 12, 13, 14. Il y a 3-4 schémas qui sont importants pour les chaperons. Je veux que vous les sachiez parfaitement. Les chaperons, ça a un premier rôle d'acquisition de la structure 3D d'une protéine. Okay? Donc, elle va donner une bonne conformation à la protéine pour lui donner une forme qu'elle veut. Premier truc. Deuxième chose, c'est qu'elles sont toutes ATP-asiques. Okay? Les chaperons sont toutes ATP-asiques, sauf une, okay, qui s'appelle PDI, qui se retrouve dans PDI, qui se retrouve donc dans la matrice du RE et qui joue un rôle dans la constitution des ponts disulfures. Je répète. Pareil, quand vous ne connaissez pas un mot, vous allez dans le glossaire. PDI, c'est la protéine disulfure isomérase. C'est un chaperon soluble du RE, okay, qui est responsable de la constitution des ponts disulfures d'une protéine. Elle, c'est la seule chaperon qui n'est pas ATP-asique. Tout le reste est ATP-asique. Donc, je répète. Première chose, formation, donc, je vais juste mettre ma batterie pour éviter que ça s'éteigne. Donc, formation donc, de la structure tridimensionnelle. Premier élément. Deuxième élément,
fixation à l'ATP, c'est-à-dire consommation d'énergie. D'accord? Ça, c'est une première chose. Et enfin, ok, je vous avais dit que c'est quoi la différence entre chaperon et ubiquitine? C'est que chaperon avait une liaison non covalente, ok, alors que les ubiquitines avaient une liaison covalente avec les protéines. Ok, donc je veux vraiment que vous sachiez tout ça, le fait comment elle redonne la forme à la protéine, comment ici elle donne la forme à la protéine quand elle naît. Ok, ici, vous vous souvenez ici, les HSP qui déplient la protéine pour rentrer dans la mitochondrie, vous vous souvenez de ça, et puis le repliement. Ici, BIP. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu avec certains d'entre vous, mais que je reverrai comment on rentre dans le RE. Ça aussi, c'est très important. Ça fait partie des choses capitales qu'il faut savoir, mais on le reverra. Comment on rentre dans le RE. S'il y en a un qui est sympa, il me le rappelle au début du cours la prochaine fois. Comment on rentre dans le RE, c'est très important avant que je commence le cytosquelette. Donc notez-le s'il vous plaît. Enfin ici, déshabillage de la vésicule grâce à HSP70, qui encore une fois, qui est une chaperon. Okay, tout ça, c'est des chaperons. Et ici, les parts. Okay, les parts qui sont aussi des chaperons, qui jouent un rôle ici dans le FRT, okay, dans le masquage, du site de fixation de l'hormone stéroïde. Okay, donc tout ça font partie des chaperons. Alors que l'ubiquitine, je répète, que lui, il n'est pas ATP dépendant. Ici, okay, vous vous souvenez de l'ubiquitine, qui n'est pas ATP dépendant, qui fixe sa protéine de manière covalente. Okay, donc c'est covalent. Voilà. Et qui va surtout servir l'ubiquitine. À quoi ça sert l'ubiquitine? Ça sert à un signal d'adressage au protéasome. Okay. Donc ici, vous voyez que l'ubiquitine, c'est covalent, c'est pas ATP dépendant, et ça sert justement à l'amener au protéasome. Je finis sur ça. Donnez-moi juste le dernier rôle de l'ubiquitine. À quoi ça sert l'ubiquitine aussi, à part envoyer au protéasome? Exocytose. À l'endocytose, effectivement. Alors ça, je vais vous dire exactement le schéma, comme ça vous ne vous perdez pas. Ici, on remarque que l'ubiquitine a un rôle très important aussi dans l'exocytose. C'est-à-dire que ici, l'ubiquitine, voilà, figure 15, l'ubiquitine, ici, quand elle s'accroche au domaine intracellulaire de protéines, elle provoque son endocytose. Ok? Donc ça, voilà. Encore une fois, je ne peux pas parler de tout. C'était un peu une séance de révision qu'on fera assez régulièrement parce que je ne veux pas que vous soyez perdus. Donc quand la prochaine fois on fera le cytosquelette, on refera une séance de révision pour revoir au fur et à mesure du temps les choses. Ok? Donc bon courage. Je répète, dimanche cours avec Tristan sur la l'UE3. Et si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des questions en BioC, il n'y en a que très peu qui m'envoient des questions, enfin très peu. J'aimerais qu'il y en ait plus en tout cas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur des choses. Moi, je vous fais des audios pour vous dire exactement ce qu'il en est. OK? Voilà, bon courage et à bientôt. OK? Merci. Allez, Merci, avec bonne plaisir. journée.